On se retrouve sur le plateau de Punchline. C'est intéressant ce qu'a dit le Premier ministre polonais Gilles Montré. Il dit au président Macron, combien de fois vous avez parlé à Poutine et qu'est-ce que vous avez obtenu? Et quand est-ce que vous allez vous décider véritablement à rentrer dans la bagarre? C'est ce qu'il dit ou pas? Oui, c'est ce qu'il dit. On retrouve la difficulté de l'Europe depuis le début dans ce conflit, c'est qu'on n'est pas tous sur la même longueur d'onde. C'est d'ailleurs l'éternel problème de la défense et de la diplomatie européenne. Et évidemment que par rapport à l'Ukraine, les Polonais qui sont liés historiquement à l'Ukraine, qui accueille aujourd'hui 2 millions des 4 millions de réfugiés ukrainiens, avec une solidarité extraordinaire, où on voit les citoyens polonais prendre eux-mêmes leur voiture pour aller chercher des Ukrainiens à la frontière, les loger. Bon, par rapport à ça, par rapport à ce vécu-là en Pologne, l'attitude des autres pays européens qui veulent pas aller trop loin dans les sanctions, qui veulent... Évidemment, ça crée des frictions. C'est celle-là qu'il faut essayer de dépasser. Maintenant, quand le même premier ministre polonais dit « mais qu'est-ce que vous avez fait Emmanuel Macron ?» alors qu'Emmanuel Macron, évidemment, porte ce qu'est le message européen avec toutes ses limites, parce qu'il faut se mettre d'accord, et qui maintient ce contact avec Poutine. Et quand il dit « il ne faut pas discuter avec M. Poutine, parce que qui aurait discuté avec Hitler ou avec Staline ?» Ben si, dans le passé, on a discuté avec Staline, et d'ailleurs ça a permis d'éviter d'encore plus grandes catastrophes. Donc, il faut, j'ai envie de dire, raison garder, il faut attention à ce discours trop belliciste qui nous emmènera nulle part. Le centre de gravité de la position européenne, c'est de trouver une solution à ce conflit, qui est une solution de paix. Négocier, on essaye de peser dessus, largement insuffisamment, mais il faut le continuer. Je vous ai vu réagir, Vincent Herouet. Oui, parce que les intérêts de la France ne sont pas forcément celles du Premier ministre Morawiecki, qui est dans une... qui est obsédé à l'idée de régler son compte à l'ours russe et de régler de vieux comptes. Et qu'il y a 2,5 millions de réfugiés ukrainiens sur son sol. Que l'OTAN s'engage dans la guerre, que l'Union européenne s'engage dans la guerre. Il est vraiment le plus va-t-en-guerre de tous les dirigeants européens. Et effectivement, là, ça met, on voit vraiment sous nos yeux le problème que ça pose à des Européens convaincus comme monsieur... le président Macron. Le Pentagone annonce à l'instant que les 2 tiers des troupes russes ont quitté la région de Kiev. Donc c'est une confirmation, Christian Proto. L'armée russe est en train de se repositionner, a quitté la région de Kiev avec le massacre de Boutcha dont on parlait au début de l'émission, pour se repositionner donc sur le Donbass, sur Mariupol, et pour vraiment sécuriser toute cette zone-là qui est au sud-est? Non, mais c'est l'idéal, et c'est ce qu'a présenté. Il faut toujours se poser la question de savoir pourquoi c'est le numéro 2 de l'armée russe qui a présenté ça, et non pas le chef d'état-major. Bon, il y a des interrogations sur l'absence du ministre de la Défense, puisque c'est le vice-ministre de la Défense qui a parlé encore récemment. Donc il se passe des choses à la tête de la Russie, simplement, enfin de l'état-major russe par rapport à son gouvernement, pour une raison simple, c'est que c'est la stratégie initiale où tout était faux. On veut rentrer en Russie en Ukraine parce que la Russie et les Russes à travers Poutine pensent que c'est à eux et que ça va être facile et qu'ils vont se rendre. C'est un échec militaire. C'est pour ça qu'on a envoyé la 41e. Ce sont des gens qui sont des conscrits, qui sont en Biélorussie et au nord dans le cadre d'un exercice, et qu'on envoie faire la guerre. Et le prix à savoir, c'est combien ils ont payé et ce qu'il en reste pour se dire qu'effectivement ils vont apporter un renfort. Mais vu qu'ils n'étaient pas déjà tellement aguerris, s'il faut leur faire tout ce chemin pour rejoindre l'Ouest, c'est pas encore gagné. Mais c'est ça la question. Qu'est-ce qu'ils ont perdu comme force? Qu'est-ce que ça va amener pour faire balancer l'équilibre qu'il y a actuellement sur l'Est? Vincent Herouet, il y a des pertes lourdes du côté russe. On a une idée précise ou pas? Moi, il y a une guerre de l'ombre. C'est une guerre qui est très particulière parce que on voit beaucoup de choses, notamment les dégâts faits aux villes, les destructions qui donnent l'impression que c'est partout, que c'est partout Stalingrad, alors que c'est pas du tout le cas. C'est quand même très très localisé et on ne sait pas grand-chose. Il y a énormément de désinformation. Le nombre d'officiers, on voit qu'un certain nombre d'officiers ont été tués, d'officiers supérieurs, d'officiers généraux, oui. Mais on ne sait pas que les pertes russes, on ne les connaît pas. On parle de 10 000 hommes, mais c'est un chiffre qui est donné comme ça, 9 000, 12 000, 10 000. Oui. Personne n'en sait rien. L'état-major ici est très, très discret. Les Américains disent à peu près n'importe quoi.
Ils sont à peu près renseignés quand même sur les mouvements de troupes, puisqu'ils ont des drones de surveillance. À l'évidence, il y a des régiments qui doivent être... Ça dure depuis 1 mois et demi, donc vous avez des régiments qui sont usés, ça, il n'y a aucun doute. Donc on peut se demander quelle est encore leur aptitude au combat. Il y a eu énormément de casse, on est même sidérés. Je vois que les Américains sont en train d'acheter de tous côtés des T-70 russes pour les mettre sur le champ de bataille. Des chars. Donc ils cherchent ça auprès des Bulgares, des Roumains, des Slovaques, des Polonais. Il n'y a que les Polonais qui sont prêts à leur livrer, parce que les Ukrainiens ont les munitions et le savoir-faire pour utiliser ce genre de blindés qui datent de 50 ans quand même, mais bon, qui reste appuyé par de l'artillerie, ça reste, paraît-il, une arme efficace. On va voir comment les choses vont se dérouler, mais le champ de bataille est compliqué à suivre parce qu'entre ce que disent les Russes, c'est toujours le cas, il y a toujours le brouillard de la guerre, mais entre ce que disent les Russes, ce qu'ils font, et on en est réduit à des supputations, des hypothèses. Moi, je suis assez prudent quand même. Gilles Montré, sur ces mouvements de troupes russes. Non, mais Vincent a raison, c'est très, très difficile depuis le début du conflit de lire. Souvenez-vous, on disait les Russes vont vouloir prendre Kiev, et puis alors après on n'était pas sûr, puis ils étaient autour de Kiev, puis alors il y avait des experts qui disaient mais non, ils vont jamais vouloir prendre Kiev parce qu'ils sont pas capables de tenir une guérilla urbaine, puis ils se sont retirés. Bon. On voit quand même qu'il y a... La colonne, elle était là quand même. Oui. Mais par ailleurs, il y avait des experts stratégiques pour dire, avec assez de justesse d'ailleurs, que c'était quelque chose de très difficile pour les Russes de prendre une ville comme Kiev, contrairement à des villes comme Mariupol ou Kherson. On voit quand même une correspondance entre ce mouvement de repositionnement russe et les discussions, les négociations qui ont lieu entre Ukrainiens et Russes, puisqu'on a quand même appris dimanche matin, et maintenant évidemment on n'en parle plus parce qu'il y a eu toutes ces images de Boutcha qui nous paraissent nous rendre irréalistes un accord de paix, mais qu'il y avait un accord sur 5 des 6 points, en particulier sur le Donbass. On disait qu'il n'y a plus que la Crimée. Donc il y aurait eu un accord entre les Ukrainiens et les Russes sur le Donbass qui est forcément une forme d'autonomie, probablement pas très loin des accords de Minsk, mais qui expliquerait pourquoi les Russes se repositionnent et veulent sécuriser toutes ces prises du côté du Donbass. Donc voilà, on est à un moment où peut-être, depuis le début du conflit, les choses se figent un peu sur le terrain et qui ouvrent une fenêtre d'espoir sur la négociation, même si, une fois de plus, quand on voit les images aujourd'hui, on se dit que ça va être très difficile à accepter. On imagine mal, encore une fois, Christian Proto, qu'un accord de paix puisse être annoncé dans les prochains jours. Avec les images qu'on a de Boutcha, il y a d'autres images d'actes de torture à Motizine. On en verra sans doute dans la soirée sur CNews. Mais là, on est dans une escalade de l'horreur. On est dans une escalade de l'horreur, toujours par rapport à ce qui se passe et que l'on connaît sur les armées qui reculent et qui, en reculant, ont peur, sont mal commandés, ça passe en désordre, et c'est VVP, vol, viol et pillage. Et ils ont peur, et quand les gens ont peur, eh bien, ils s'en prennent aux civils, parce que ces civils peuvent être, parce qu'on le sait, les Ukrainiens se sont mobilisés pour défendre leur terre, donc s'ils ont un fusil, ils peuvent tirer. Et ils n'ont pas forcément un uniforme. Mais moi, je voudrais juste poser une question, parce que on l'a évoqué, sous-entendu, comment se fait-il qu'on en soit là avec la Russie ? Où est cette idée que j'avais trouvée géniale de Gaulle, de l'Atlantique à l'Oural ? Comment on n'a pas pu reconstruire quelque chose avec ce pays ? C'est pour moi l'interrogation. 40 secondes. La guerre civile, c'est une guerre civile entre Ukrainiens et Russes d'une certaine manière, et donc les guerres que l'on fait aux civils sont les guerres les plus abominables. Il n'y a aucun doute, ça va continuer. Moi, je crois qu'il y aura un accord, et je crois que cet accord ne sera pas respecté. Je pense que, au bout du compte, tout sera fait par les Russes pour maintenir une situation de ni guerre ni paix et une instabilité dans toute cette zone. Ce sera leur glacis. L'espèce de « on n'est pas sorti de cette affaire », ça va prendre très longtemps. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission Punchline. Démocratie, rendons le vote aux citoyens. C'est votre livre, Gilles Montré, aux éditions Odile Jacob. Merci Maître Golnadel, Christian Proto et Vincent Hervouet. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 pour les débats de Punchline. Et tout de suite sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Bonne soirée sur nos 2 antennes. Laurence Ferrari sur Europe 1.